Chers élèves, on va vous présenter la troisième séance du cours qui porte sur la reproduction sexuée chez les angiospermes. On vous rappelle que lorsque l'étamine devient mûre, les sacs polliniques s'ouvrent par la fente de déhiscence pour libérer les grains de pollen au milieu extérieur, comme on le voit ici sur cette photo. Dans cette séance, on va voir deux phénomènes importants après la libération du grain de pollen. Il s'agit en l'occurrence du phénomène de la pollinisation et de la germination du grain de pollen, bien sûr, pour que le processus de la formation du fruit contenant des grains puisse avoir lieu. Donc, dans cette séance, on va traiter la pollinisation. Dans cette troisième séance, on va traiter la pollinisation. Et puis, on va traiter la germination du grain de pollen. Donc, tout d'abord, on va traiter le phénomène de la pollinisation. Et au début, on va voir l'importance de la pollinisation, bien sûr, en travaillant sur un ensemble d'expériences, comme on le voit ici sur le document. Donc, on va essayer d'étudier chaque expérience. Au niveau de l'expérience 1, on place un capuchon de gaz, sorte de tissu, autour d'une fleur, comme on le voit sur le schéma. Bien sûr, la fleur, elle est non épanouie de tulipe, et on laisse ensuite cette fleur s'épanouir à l'intérieur du capuchon. De telle sorte que tous les organes de la fleur sont enfermés dans la gaze. Après un certain temps, donc on voit ici sur le schéma, le pistil, donc la fleur elle est composée des pistils, de l'étamine, et on voit ici la libération des grains de pollen. Après un certain temps, on voit que la fleur se transforme en fruit mûr avec des grains. Au niveau de l'expérience 2, on va modifier un paramètre, à savoir, on va couper les étamines, c'est-à-dire qu'on va enlever les étamines d'une fleur non épanouie, c'est-à-dire qui n'a pas encore libéré les grains de pollen, et on va l'entourer d'un capuchon de gaz, comme on le voit sur le schéma. Après un certain temps, on constate, ou bien on observe que la fleur ne s'est pas transformée en fruit contenant des graines. Au niveau de l'expérience 3, on va recommencer la même expérience, c'est-à-dire l'expérience 2. Mais ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va ouvrir la gaze pendant un certain temps. Et on va, si vous voulez, disperser les pollens d'une étamine d'une autre fleur de tulipe sur le pistil de cette fleur. Après, on va fermer la fleur avec la gaze. Après un certain temps, on observe que la fleur se transforme en fruit mûr avec des grains. Donc, on va essayer de faire une petite analyse ou bien à cette expérience, et puis on va faire des déductions. Donc, à partir de l'expérience 1, on a vu que la fleur, avec le pistil et les étamines, a donné un fruit. Donc, nécessairement, on peut déduire ou bien on peut conclure que les éléments nécessaires à la formation du fruit sont présents dans la fleur. Lorsqu'on a enlevé les étamines, au niveau de l'expérience 2, on a constaté que la fleur ne s'est pas transformée en fruit, et de là on peut déduire que les étamines sont nécessaires bien sûr pour la transformation de la fleur en fruit contenant des graines. Au niveau de l'expérience 3, lorsqu'on a pulvérisé, si vous voulez, le pistil avec des grains de pollen, on a constaté que la fleur s'est transformée en fruit. Donc, en conclusion, on peut conclure à partir de l'expérience 1
que les éléments contenus dans la fleur sont nécessaires pour la transformation de la fleur en fruit, à savoir les stigmates et le pistil, le pistil et les étamines, et que les étamines sont nécessaires pour sa transformation. Et le rôle des étamines, c'est de libérer les grains de pollen dans le pistil. Donc la libération des grains de pollen dans le pistil de la fleur est très important pour la transformation de la fleur en graines. Le transfert et le dépôt des grains de pollen sur le stigmate constitue ce qu'on appelle la pollinisation. Bien sûr, ce processus, il y a ici qui est ajouté, le processus fait souvent intervenir des agents de pollinisation, c'est-à-dire des agents qui vont permettre le transfert et le dépôt des grains de pollen sur le stigmate du pistil. Donc, dans la partie qui suit, on va essayer de voir quels sont ces agents de pollinisation. Le document qu'on a ici, il présente différentes modalités, si vous voulez, de transfert des grains de pollen, des étamines vers le pistil, ou bien vers le stigmate du pistil. On voit au niveau de la première photo, la libération d'un très grand nombre de grains de pollen, d'un chaton de fleurs, si vous voulez. Et bien sûr, le transport des grains de pollen va se faire par le vent. Il est évident, donc il va se faire par le vent, puisque les grains de pollen sont libérés dans l'air. Et on parle d'une pollinisation anémophile. Donc, lorsqu'il s'agit d'une pollinisation qui se fait par le vent, on parle d'une pollinisation anémophile. Dans la photo qui suit, on voit que des fleurs qui sont visitées par un oiseau. Donc l'oiseau ici qui essaie de se nourrir des fleurs, donc va participer au transfert des grains de pollen d'une fleur à une autre. Et par la suite, les oiseaux participent également au phénomène de la pollinisation. La pollinisation qui se fait via les oiseaux, on l'appelle pollinisation ornithophile. L'autre exemple qu'on voit ici, la photo nous montre des insectes dans les trois photos qui suivent. On a des insectes qui visitent des fleurs, qui essaient l'exemple des abeilles qui butinent dans la fleur pour avoir de la nourriture. Donc lors de cette visite, bien sûr, ces insectes, ils participent au transfert des étamines, plutôt des grains de pollen des étamines vers le pistil. Et par la suite, on parle ici d'une pollinisation entomophile. Donc la pollinisation qui se fait via ou bien par les insectes, on l'appelle pollinisation entomophile. Un autre exemple de pollinisation, mais cette fois-ci c'est une pollinisation, si vous voulez, qui est artificielle, qui se fait par l'homme. On voit ici l'exemple du palmier. On voit l'homme qui apporte des branches qui contiennent des fleurs mâles, parce qu'on sait que le palmier, ce sont des plantes, si vous voulez, dioïques, c'est-à-dire que plutôt monoïques, c'est-à-dire que chaque arbre porte des fleurs distinctes, mâles ou bien femelles. Donc là, on voit que l'homme apporte des branches contenant des fleurs mâles qui contiennent des grains de pollen, et les branches, si vous voulez, à côté des bractées contenant les fleurs femelles, pour favoriser ou bien faciliter, si vous voulez, le transfert des grains de pollen de l'étamine vers les pistils des fleurs femelles. Là, c'est un exemple de pollinisation artificielle. Il y a un autre type de pollinisation naturelle qui se fait par l'eau, et on parle d'une pollinisation hydrophile
Il s'agit en l'occurrence des plantes aquatiques, c'est-à-dire les plantes qui vivent dans l'eau. Dans ce cas, la pollinisation peut se faire par l'eau. Il y a différents types de pollinisation qu'on va le montrer à travers ce document. Donc l'exemple le plus simple, c'est celui qu'on rencontre chez les fleurs bisexuées. C'est déjà le terme, c'est déjà défini auparavant. Donc les fleurs bisexuées qui renferment à la fois les organes mâles et les organes femelles, c'est-à-dire les étamines et le pistil. Donc on voit à partir de schéma que les étamines du grain de pollen, ou plutôt les grains de pollen de l'étamine passent de l'antère de l'étamine vers le pistil de la même fleur, et c'est pour cela qu'on parle d'une pollinisation directe ou bien on parle de auto-pollinisation. Un autre cas, un autre type de pollinisation, comme on le voit ici, on a deux fleurs bisexuées, mais dans ce cas, les grains de pollen d'une fleur sont transportés pour polliniser, si vous voulez, pour se déposer sur le stigmate des pistils d'une autre fleur, et on parle dans ce cas d'une pollinisation croisée. Donc ce type de pollinisation croisée peut se rencontrer chez les fleurs bisexuées. La pollinisation croisée, elle est obligatoire, bien sûr, chez les plantes qui présentent des fleurs unisexuées, comme le cas ici du maïs. On voit ici les fleurs mâles au sommet des rameaux et des fleurs femelles en bas. Donc, il est impératif, si vous voulez, que les étamines de la fleur mâle doivent se déposer sur le stigmate des pistils de la fleur femelle. Donc on parle ici d'une pollinisation croisée. Dans ce cas, dans cet exemple, les étamines ou bien les grains de pollen de l'étamine peuvent passer soit d'une fleur mâle d'un pied vers les fleurs femelles du même pied, ou bien peuvent être transportés vers les fleurs femelles, si vous voulez, de l'autre pied. On va, si vous voulez, illustrer l'exemple de la pollinisation croisée par cette petite animation. On voit ici l'abeille qui visite une fleur dans le but de butiner les éléments nutritifs dont il a besoin. Et on voit que l'abeille, elle est couverte, si vous voulez, par les grains de pollen. Elle est en entier couverte par les étamines qui sont collées sur son corps. Donc là, pour montrer le phénomène de pollinisation croisée, si vous voulez, ou bien pollinisation indirecte, on a deux fleurs, et on voit à partir de cet exemple qu'on a les étamines, que le pistil est plus haut que les étamines, donc il y a ici une difficulté de transfert des grains de pollen de l'étamine vers le pistil, d'où l'importance de l'intervention d'un pollinisateur. Ici, en l'occurrence, c'est l'abeille. Comme on va voir comment va se passer cette pollinisation à travers cette abeille. Donc on voit que l'abeille, en passant d'une fleur à une autre, là, elle a touché, si vous voulez, comme le cas ici, elle a touché les étamines, elle est couverte, elle est plutôt de grains de pollen, elle a touché les étamines, et elle est couverte de grains de pollen. Donc, lorsqu'il passe dans une autre fleur, visiter une autre fleur, les grains de pollen vont se déposer sur le stigmate des pistils. La même chose pour l'autre fleur. On va voir l'autre fleur sera également visitée par une autre abeille qui a visité une autre fleur, et comme ça on aura une pollinisation
croisée ou bien pollinisation indirecte. En conclusion, je dirais que on a deux types de pollinisation. Une pollinisation directe, si vous voulez. Ça se passe quand le pollen de la fleur, ou bien d'une fleur, atteint le stigmate de la même fleur. Ce mode, il est observé chez les espèces bisexuées. Ça ne veut pas dire que toutes les espèces bisexuées connaissent l'autopollinisation. Elle peut se faire chez les espèces bisexuées, l'autre mode de pollinisation qu'on va voir tout à l'heure. La pollinisation croisée, deuxième type de mode de pollinisation, c'est la pollinisation croisée. C'est quand le pollen d'une fleur atteint le stigmate d'une autre fleur de la même espèce. Ce mode, bien sûr, il est obligatoire chez les espèces monosexuées, comme chez le cas du chêne-liège, comme on a vu dans la première séance, ou bien chez le maïs. Et chez les espèces bisexuées à maturation différée, c'est-à-dire là où les deux organes sexués arrivent à maturité à des temps différents, n'arrivent pas en même temps, n'ont pas une maturation simultanée. Donc cette pollinisation, elle est obligatoire chez les espèces bisexuées en maturation différée des organes sexués, ou en cas de présence de barrières morphologiques, comme le cas qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire les grains de pollen de l'étamine n'arrivent pas à passer dans le pistil de la même fleur. Donc après avoir traité la pollinisation et les différents modes de pollinisation, on voit ici, on va essayer de suivre le devenir du grain de pollen, à partir de la photo. On a ici un style, en haut du style on trouve le stigmate. Ce stigmate, il est couvert de grains de pollen, comme il est évident sur la photo. Là, on a un schéma qui montre à peu près la même chose, mais avec plus de détails. On voit ici le grain de pollen qui est déposé sur le style, sur le stigmate plutôt. Bien sûr, le travail du grain de pollen ne doit pas s'arrêter là, tout simplement parce que, comme on l'a vu dans les séances précédentes, que le grain de pollen renferme le gamète mâle. Et alors que le gamète femelle se trouve au niveau de l'ovule, et plus particulièrement au niveau du sac embryonnaire. Voilà, ici on voit le gamète femelle, qui est l'oosphère. Donc là se pose le problème suivant. Comment le gamète mâle, ou bien la cellule reproductrice, ou bien génératrice, qui se trouve au niveau des grains de pollen, qui s'est déposé sur le stigmate du pistil, comment ce gamète mâle va arriver à féconder l'oosphère qui est le gamète femelle, parce que comme vous le saviez, au cours de la reproduction, la production des gamètes, elle est suivie par la fécondation, c'est-à-dire la rencontre des gamètes mâles et femelles. Donc là, on voit qu'il y a une distance, que le grain de pollen, ou bien le gamète mâle contenu dans le grain de pollen, elle est très loin du lieu où se trouve l'oosphère, et par là on doit savoir comment se fait la rencontre des cellules reproductrices, à savoir le gamète mâle et le gamète femelle. C'est ce qu'on va voir par la suite. Pour comprendre bien sûr comment se fait la rencontre des gamètes mâles et du gamète femelle, le gamète mâle contenu dans le grain de pollen et le gamète femelle contenu dans le sac embryonnaire, on va étudier deux expériences, comme on le voit sur le tableau, comme il est schématisé sur le tableau. Donc, on a mis dans des boîtes de Petri des grains de pollen, ce qui est figuré ici en jaune. Donc, ce sont les grains de pollen qu'on a mis dans des boîtes de Petri.
À la différence de la première expérience, dans la deuxième expérience, on a mis au centre des fragments de pistil renfermant des ovules. Bien sûr, la boîte de Petri renferme les conditions nécessaires pour le développement du grain de pollen. Hein. On a essayé de simuler les conditions qui existent au niveau du stigmate. Hein. On a essayé de les représenter ici ou bien de les réaliser sur la boîte de culture. Donc, au niveau des résultats, 2 jours après, qu'est-ce qu'on remarque? On constate que lors de la première expérience, les grains de pollen germent, hein, ils germent, voilà, on voit l'apparition du tube, et puisqu'ils sont apparus à partir des grains de pollen, on les appelle du tube pollinique. Donc ce sont des tubes polliniques. Donc lorsque les grains de pollen trouvent les conditions nécessaires, ils germent et ils forment ce qu'on appelle un tube pollinique. La même chose au niveau de la deuxième expérience, mais à la différence de la deuxième expérience, on voit que le type pollinique ici, au niveau de la première expérience, elle, si vous voulez, se développe d'une façon aléatoire. Hein, ils n'ont pas un sens précis d'orientation, si vous voulez, de la croissance des types polliniques. Par contre, au niveau de la deuxième expérience, hein, lorsqu'on a mis le pistil au centre, on voit que les grains de pollen, puisqu'il y a les conditions nécessaires pour leur germination, si vous voulez, ou pour leur développement, émettent les tubes polliniques, mais dans ce cas-là, ils sont orientés, si vous voulez, vers le pistil qui renferme des ovules. Et de là, on peut tirer comme conclusion que le pistil qui renferme des ovules renferme des substances qui attirent, si vous voulez, et qui permettent l'orientation du tube pollinique des grains de pollen. Et c'est ce qu'on appelle, donc ces substances sont des substances chimiques. On parle d'un chimiotactisme, si vous voulez. Hein. Donc, dans le lot témoin, les tubes polliniques n'ont pas de direction, comme il a été montré. Hein. Mais dans le lot expérimental, c'est-à-dire dans l'expérience, si vous voulez, on peut appeler cette expérience témoin, et là c'est l'expérience test. Dans le lot expérimental, les tubes polliniques sont dirigés vers le pistil, et on en déduit que le pistil attire chimiquement les tubes polliniques. Maintenant, on va essayer de voir les étapes de la germination des grains de pollen, hein, pour résoudre le problème qu'on a posé tout à l'heure concernant la manière par laquelle les gamètes mâles contenus dans le grain de pollen vont rencontrer le gamète femelle contenu dans le sac embryonnaire contenu dans l'ovule. Donc, comme il a été dit, comme on l'a déduit à partir de l'expérience précédente, on voit ici que le grain de pollen, il germe, il forme le tube pollinique qui s'insinue, si vous voulez, ou bien qui pénètre dans le style. Ici, on voit la croissance, l'allongement, si vous voulez, du tube pollinique, bien sûr en direction des sacs embryonnaires, si vous voulez, où se trouve le gamète femelle. Là, un schéma qui est la suite de ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc, on voit que le type pollinique, continue sa croissance vers le sac embryonnaire, et on voit que le type pollinique, si vous voulez, il perce le sac embryonnaire du côté micropillaire. Et d'ailleurs, on a déjà parlé du rôle du micropyle. Donc, on vient d'illustrer maintenant le rôle du micropyle. C'est l'endroit par où pénètre le type pollinique qui est formé à partir du grain de pollen pour permettre et pour favoriser, si vous voulez, la pénétration des gamètes mâles
dans le but bien sûr de rencontrer l'oosphère ou bien le gamète femelle localisé au niveau des sacs embryonnaires contenus dans l'ovule. Là, on a une photo, si vous voulez, d'un grain de pollen en germination. On voit nettement au niveau de la photo, si vous voulez, on voit nettement la formation du tube pollinique et l'allongement des tubes polliniques dans le but, bien sûr, d'atteindre le sac embryonnaire. Bien sûr, lors de l'allongement du tube pollinique, il se passe un ensemble de phénomènes qu'on va essayer d'illustrer à travers ce schéma. Donc là, au niveau du schéma, ou bien de la figure A, si vous voulez, on a un grain de pollen qui est en train de germer. Et là, on doit rappeler également le rôle de l'opercule, enfin, le rôle des pores qui existent, c'est pas l'opercule, mais au niveau de ces pores, au niveau de ces pores qui permettent la saillie, si vous voulez, ou bien la sortie du tube pollinique. Donc, ça, c'est le début de la germination. Donc, on va essayer à partir de cette figure A de déterminer ce qui se passe lors des premières étapes de la germination. Donc, lorsque le tube pollinique fait saillir, lors du début de la germination, on voit que le noyau végétatif, elle dévance le tube, il se trouve en avant du tube. Bien sûr, ceci est très important parce que c'est le noyau végétatif qui est responsable de la formation du tube pollinique, de la germination du tube pollinique. Le noyau végétatif, on le voit ici, il est suivi par la cellule reproductrice, qui va suivre le tube, qui va passer au niveau du tube pollinique pour bien sûr être transféré, pour passer au niveau du sac embryonnaire. Une deuxième étape de la germination, une deuxième phase de la germination, elle est représentée par la figure B. Donc on voit ici que en faisant la comparaison, là on a représenté uniquement une partie du tube pollinique. On voit en comparant les deux figures, on voit que la cellule reproductrice, elle s'est divisée en deux cellules qu'on appelle les entérozoïdes. Et par la suite, on aura deux cellules reproductrices, ou bien deux gamètes mâles qu'on va appeler des entérozoïdes, qui sont en fait des sortes de spermatozoïdes. Chez les animaux, on parle de spermatozoïdes, mais chez les plantes, on essaie pour les distinguer, on parle d'entérozoïdes, mais elles sont deux structures qui sont équivalentes. Il faut rappeler également que ces entérozoïdes, parce que c'est très important par la suite, ce sont des cellules haploïdes à N chromosomes. Voilà. Après, la troisième phase, la troisième phase, elle est enregistrée juste à l'arrivée du tube pollinique au niveau des sacs embryonnaires. On voit ici, c'est net, clair et net, que la cellule végétative, ou bien le noyau de la cellule végétative, elle dégénère parce qu'il n'a plus de rôle maintenant, donc il va dégénérer, il va laisser permettre le passage des gamètes mâles vers le sac embryonnaire. En résumé, on peut dire que au cours de la pollinisation, les grains de pollen sont déposés sur le stigmate au niveau duquel ils germent. Donc, après le dépôt du grain de pollen sur le stigmate, ils vont germer. Cette germination se manifeste par la formation d'un tube pollinique qui s'allonge grâce au noyau végétatif, qui est suivi par la cellule génératrice ou bien la cellule reproductrice qui, après une certaine période, se divise bien sûr par mitose pour donner deux gamètes mâles qu'on appelle entérozoïdes. Après la pollinisation, le grain de pollen germe, forme un tube pollinique. Le noyau de la cellule végétative dégénère
et les deux entérozoïdes vont passer à l'intérieur des sacs embryonnaires. Maintenant, on va se poser la question, comment va se dérouler la fécondation? Parce qu'on sait, ce sont des connaissances, que lorsqu'on produit les gamètes mâles et femelles, le phénomène qui vient après, c'est la fécondation. Donc, c'est la rencontre des gamètes mâles et femelles. Donc, on a droit de se poser la question, comment se fait la fécondation chez les angiospermes? Et quel est le devenir des constituants des pistils, d'une façon générale? Qu'est-ce qui va se passer au pistil plutôt, lorsque va y avoir la fécondation? On va essayer de répondre à ces questions dans la séance prochaine, Inch'Allah. Wa assalamu alaikum.